Bonjour, bienvenue sur Inspiration Culture Paris. Je suis Sylvie Foinon et je suis restauratrice de piano ancien. Bonjour Sylvie Foinon. Écoutez, Bonjour. merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je suis vraiment ravie d'être chez vous, j'ai envie de dire, enfin, en tout cas dans votre atelier. Hein, c'est un lieu incroyable. On est là aujourd'hui pour un petit peu, alors non pas tout raconter, mais avoir un petit peu un fragment de qu'est-ce qui vous a amené à faire ce métier incroyable. Alors je sais que je ne veux pas mettre de faux enthousiasmes, mais sincèrement quand même, vous le savez, ça fascine les Ouais, gens. ça fascine toujours. Hein? Mais moi, je suis un peu comme Obélix qui est tombé dans la potion magique. Moi, j'étais dans une famille où il y avait des pianos partout, puisque je pérennise une entreprise de plus de 100 ans, Oui. que mes parents avaient repris dans les années 70. Et moi, j'arrive autour de la quinzaine, enfin en troisième, où on doit s'orienter. Et j'étais pas du tout là-dedans. Moi, mon idée première, c'était plutôt d'être, vous savez, quand on est jeune, on rêve. Et moi, j'étais plutôt dans garde forestier, archéologue, enfin que des trucs un peu à l'opposé de ce que je fais, parce que maintenant, je suis un rat d'atelier. Mais en fait, je pense que en fait, dans le parcours de vie, c'est pas un choix spécifique. J'ai pas dit je veux être restaurateur. Tout à Moi, fait. j'étais baignée dans la musique classique, donc ça Tout m'a à fait. formé une oreille, Ouais. même si à l'époque, la musique classique, ras-le-bol, parce que le père, on l'entend partout. C'était pas du tout l'influence des jeunes. Et puis, il y en avait trop partout, il fallait aider tout le temps, et il y en avait partout, donc moi j'ai commencé à le bricoler, parce que j'étais plutôt manuel déjà dès le départ. Et donc quand vous êtes un peu manuel, l'école c'est un peu contraignant, parce que on ne faisait pas beaucoup de manuel à l'époque, à part disséquer une grenouille. Bon, c'était pas tellement intéressant, et donc ça m'a plu tout de suite, et je me suis dit, enfin, on m'a dit, si tu veux pas continuer des études, le mieux c'est que tu fasses. Et donc j'ai commencé à traîner à l'atelier. Et puis comme il y avait une formation, j'y suis allée. Mais tout ce que j'ai appris ensuite, par la suite, c'est uniquement dans l'entreprise que je l'ai appris véritablement. Okay. Voilà, en me confrontant à la matière, à l'ancienne, c'est-à-dire tu essayes, tu recommences, mais pas sur les instruments des clients. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a une problématique, c'est qu'on nous dit toujours on va se former un métier en quelques temps et puis ça y est, on sait faire. Mais quand vous travaillez sur un instrument où c'est one shot, vous ne pouvez pas recommencer, c'est difficile de mettre quelqu'un qui n'a pas d'expérience et qui va rater l'objet. Bien sûr. Ça, c'est une vraie problématique. Si par exemple je refais ce chevalet et que une personne qui ne sait pas manier l'outil va le raboter complètement penché, moi c'est fichu, il faut que je recommence. Et donc dans une très petite entreprise, dans l'artisanat pur, sur une pièce unique, c'est très compliqué de revenir en arrière. Déjà, pour revenir en arrière sur ses propres bêtises, c'est pas facile, mais s'il faut revenir sur les bêtises des autres, c'est plus compliqué. À cette époque-là, on apprenait, tu fais d'abord des petits travaux, tu regardes comment ça se passe, tu t'entraînes sur des petites choses. Donc de l'observation. De l'essai, et ensuite, quand tu es vraiment capable... Copier les gestes. Autrefois, le certificat d'aptitude professionnelle, c'était quand même quelque chose qui permettait de rentrer dans la chaîne de montage, dans la chaîne d'atelier. Aujourd'hui, quand vous n'avez même pas un an de formation... vous rentrez dans un métier, vous sortez de l'école et vous n'avez aucune main pour tenir l'outil, c'est très difficile de vous mettre sur un objet de 1902. Si vous êtes dans les objets d'art qui coûtent 3 millions d'euros, c'est très compliqué de vous mettre à faire refaire un tableau. Si vous allez le casser, ce serait très compliqué pour le patron. Avec l'attention de chaque particularité en fonction de chaque piano. Il faut bien comprendre que les métiers d'art qui demandent un geste précis, c'est un geste précis qui s'apprend sur le long terme. Oui. Le long terme, quand on dit long terme, le problème, c'est qu'il faut s'entraîner pour ça. C'est combien de temps? Alors, ça dépend. Alors attendez, parce que c'est quel ordre de grandeur? Là, on est dans d'autres considérations. Si vous voulez, aujourd'hui, on considère qu'on peut s'entraîner pour des choses personnelles, pour son sport, pour le tennis, pour l'escalade, mais s'entraîner pour son propre métier, non. Moi, quand j'étais jeune, on travaillait tout le temps. Le week-end, c'était bricolage, on démontait une table d'harmonie. Alors, il y a des gens qui peuvent le faire, d'autres qui ne peuvent pas le faire.
mais c'est aussi une question d'enchaînement. Ça fait partie du métier. Voilà, ça fait partie du métier. Tu restes jusqu'à pas d'heure. Les heures supplémentaires, c'est quelque chose qui... évidemment, c'est compliqué de le dire aujourd'hui parce qu'il faut rester dans les règles du droit du travail. Mais quand vous voulez véritablement apprendre et que vous êtes soi-disant passionné, bah, votre passion, elle ne s'arrête pas à 22 heures. Elle ne s'arrête pas à 17 heures parce que c'est 35 heures, on s'arrête et puis on va faire un week-end, on va s'amuser. Alors que nous, par exemple, nous sommes dans un métier de musique, donc un métier de spectacle. Les week-ends, les week-ends, ils n'existent pas. Mais alors, vous parlez de passion. Qu'est-ce qui, par exemple, dans ce métier, alors il y a plusieurs choses. Il y a des choses plus ou moins d'ailleurs de passion, parce qu'il y a des moments, bien sûr, qu'on pose avec, comme vous le disiez, un tas de contraintes, bien évidemment, comme dans n'importe quel métier. Mais quand même, là, si on s'arrête sur voilà des aspects qui font que ça vous passionne, c'est quelle chose, par exemple, en particulier? Parce que ça fait du bien entendre, même si on sait que c'est voilà, mais on part un peu dans d'autres considérations, mais en fait la vraie passion dès le départ, c'est le travail de la matière. Très bien. Ok. Moi je me remets dans mon idée quand j'avais 15 ans, les études, c'était pas quelque chose qui me posait véritablement de problème, mais l'ennui de rester sur place et d'étudier sans activité, ça correspond à d'autres. Mes frères et sœurs étaient de très bons en études. Et de toute façon, c'est très bien. Nous, dans les quatre dans la famille, il y a 2 très grandes études et puis 2 autodidactes. Donc, c'est très bien. C'est très équilibré. Donc, en fait, le travail de la matière, il faut s'y confronter. Mais il faut commencer à l'apprendre. Et il y a une grosse différence entre la théorie et la pratique. Ouais. Alors, quand vous êtes jeune, ou quand vous êtes jeune dans un métier, vous pouvez être jeune si vous faites la reconversion, ce qui est très à la mode aujourd'hui. Vous êtes dans la finance, vous avez envie de vous mettre dans le bois. Avant d'apprendre à bien couper du bois, à bien raboter du bois, comprendre le bois, trouver le sens du bois, il faut s'entraîner. C'est toujours la même chose. Bien sûr. Si vous attendez à ce que ce soit l'entreprise, votre temps de formation, comme on appelle ça aujourd'hui, dans le temps de travail de l'entreprise, donc les heures normales, obligatoires, légales du travail, en fait, vous apprenez très peu de choses. Et si juste après, vous allez, je sais pas moi, en boîte faire du ski ou à Ibiza, votre geste, il se perd. Moi-même, quand je fais... Il y a besoin d'une continuité, c'est ça ce que j'entends. Peut-être au-delà des considérations. Alors, nous, on est moins dans les aspects, effectivement, juridiques, etc. Mais plutôt dans l'expérience humaine. C'est peut-être ça aussi, notre but chez Inspiration Culture Paris. Il y a un sentiment, un besoin de continuité pour pouvoir bien travailler. Oui, parce que en fait, ça dépend du geste que vous avez à faire. Par exemple, il y a des métiers qui demandent un seul geste précis, qui va demander plusieurs années d'apprentissage pour l'obtenir et l'avoir tout le temps dans la main. Bon, alors, on parle d'artisanat, donc il y a des jours où vous avez un trait parfaitement droit, et puis un autre jour, vous êtes fatigué, vous avez mal au ventre ou je ne sais pas quoi, votre trait ne sera pas forcément toujours droit. Est-ce que c'est grave, ça? Non, c'est la magie humaine, rien n'est jamais parfait. Et puis, dans beaucoup de grandes maisons, vous avez du deuxième choix, parce que justement, il y a des petites choses qui ne sont pas parfaites. Donc, on peut s'adapter comme ça. Et puis, il y a des techniques qui demandent... je parle en général, des techniques d'ébénisterie, de marqueterie, qui demandent un travail régulier pour vraiment refaire toujours la même chose, de la même façon, sur un bâti qui n'est pas le même. C'est-à-dire que, justement, il faut pouvoir s'adapter à la matière, tout en s'adaptant au bâti, ce qui n'est pas toujours facile à comprendre pour les jeunes qui viennent. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ça? Alors, parce que nous, dans le piano, on a... Trois postes. On a la partie structure harmonique qui correspond vraiment à notre facture instrumentale, donc du bois, de vibrations qui doit résonner parfaitement. On a une mécanique avec toutes sortes de petites choses qui se mettent en mouvement pour qu'on puisse articuler le jeu, pour que les cordes soient frappées. Et puis on a une esthétique. Donc ça demande beaucoup de réflexion et de pouvoir s'adapter à chaque chose. C'est la différence entre l'artisan et le technicien. Le technicien, il applique sur une base déjà donnée un process de A plus B égale C et fera D. D'accord ? Un mode d'emploi. Bon, il peut aller dans l'autre sens éventuellement, mais pas toujours. La plupart du temps, il doit rigoureusement suivre ce cheminement. Il faut commencer un cheminement pour régler une chose, pour fabriquer une chose. Dans la restauration de l'ancien, et c'est valable aussi pour toute chose ancienne, il y a plein d'emmerdements à gérer, il y a plein de
de contraintes à gérer. On est dans un bâti déjà existant qu'on ne peut pas démonter. On ne peut pas le démonter comme un jeu de Lego ou de mécano, comme on faisait quand j'étais petite. Et donc, on doit s'adapter à la matière qui ne fonctionnera pas pareil, hein. Enfin, qui ne sera pas agencée de la même manière sur un Bechstein, sur un Pleyel, sur ainsi de suite. Selon on arrive les sur années, un terrain inconnu quand même. on est toujours sur un terrain inconnu. Et quand on connaît, par exemple, sur le réglage d'un piano droit, avec toute cette mécanique, quand on a tout défait et qu'il faut tout remettre nickel et obtenir un toucher égal de la première note à la première basse à la dernière aiguë, eh ben, il faut se réadapter à comment le système veut fonctionner. Okay. Vous lui dites, c'est pas toi qui décide, c'est moi qui décide, je vais te mettre la mesure temps sur l'écartage de temps et ça va fonctionner parfaitement. Eh ben non, ça marche pas. Vous réglez une octave, pof, ça marche plus. Ou c'est pas égal, ou c'est pas parfait, ou ça fonctionne pas. Il suffit pas de le décider. Il suffit pas de mettre un process et puis de dire ça va marcher. Et puis après de dire réajuster, je comprends pas, j'ai fait ça et ça marche pas. Bah oui, bah cherche, confronte-toi à la matière, à son fonctionnement, à sa réaction. Si vous rabotez un bois qui est plutôt vert, plutôt sec, très sec, noueux, pas noueux, vous n'aurez jamais le même mouvement. Si votre rabot n'est pas bien affûté, vous n'aurez jamais la même écoute. À chaque fois qu'on travaille avec le temps, à la main, on écoute son travail. On ressent la matière, on entend le bruit, on entend son travail. La respiration que vous pouvez avoir, c'est la même chose. Quand je suis à genoux sur la table d'harmonie pour faire des crémaillères de chevalet, au bout d'un moment, vous avez des circulations qui se coupent, donc vous n'avez plus le même geste. Donc il faut absolument penser, attends, là je suis pas bon. C'est pour ça que je disais toujours, il faut que tu sois à ta main. Quand on essaye de transmettre quelque chose à quelqu'un, on n'est pas dans sa tête. Oui. Alors on peut le regarder, on peut lui dire recommence, mais on n'est pas dans sa main. Ouais. La main, c'est quelque chose de très particulier parce que je me souviens quand j'étais jeune, on me disait bon, tu fais pas d'études, tu réfléchis pas, donc va dans le manuel, pas besoin de. Comme si on réfléchissait pas dans le manuel. Parce que c'était complètement dévalorisé à l'époque, on mettait en avant les grandes études, il fallait devenir. Mais alors, en fait, la réalité, c'est que le travail manuel est hautement intellectuel. Si on le laisse se contraindre dans une tâche, je sais pas, moi, je vais pas casser du sucre sur qui que ce soit, mais si votre tâche, c'est que de faire un bout de ciment, bon, bah, vous pouvez le faire bien, parce que vous pouvez aussi le faire mal. Hein. Bien sûr. Vous pouvez même répéter mal plein de fois. Il y a plein d'artisans qui font du mauvais travail. Ça, je le vois en permanence quand je fais des expertises juridiques. Mais si vous avez beaucoup de choses à faire, vous êtes continuellement en train de réfléchir, en fait. Et votre cerveau doit toujours s'adapter à ce qu'il a sous la main. Et donc, c'est hautement intellectuel, parce que ça fait marcher. Il faut tout prendre en compte. Il faut tout prendre en compte. Tout prendre en compte, voilà. Et par l'essence, par la réflexion, réviser son jugement en fonction de ce qui se passe, voilà. En fonction de comment l'objet évolue au cours de la restauration. Exactement, parce que nous n'avons pas, contrairement par exemple à l'ébénisterie, vous prenez un meuble, il est très très bien fait, il est très beau, vous le mettez dans un endroit, vous pouvez le comparer, c'est bien fait, c'est bien réalisé, c'est parfaitement le même style du départ, ou si c'est une copie, une réparation. Le vernis est très bien fait. Bon. Mais ça s'arrête là. Donc soit vous l'utilisez, ou soit vous le regardez, parce que c'est une pièce de très grande valeur, vous ne les touchez même pas, vous n'osez même pas ouvrir les tiroirs pour mettre vos affaires dedans, par exemple. Et nous sommes un instrument de musique, donc il doit être utilisé. Et en plus, il doit plaire et transmettre quelque chose. Alors, ça se complique énormément. Et donc, on est continuellement confronté, dès le début, dès qu'on démonte l'objet, on est complètement confronté à qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais faire qui va influer. C'est ce que je répète en permanence, c'est-à-dire qu'est-ce que matériellement, le matériel, qu'est-ce que je dois faire sur le matériel pour que l'immatériel soit beau. Parce que le son, c'est immatériel. Et c'est ça qui va sortir au final. Et c'est ça qui donnera la qualité de l'instrument. Si vous réparez bien en faisant des bonnes techniques, en prenant des bons matériaux, en prenant le temps qu'il faut pour bien faire les choses, vous obtenez un bon résultat. Et moi, je ne crée pas. Contrairement à la création, moi, je travaille sur un bâti existant. Je ne suis qu'un transmetteur je suis un maillon de la chaîne de transmission de cet objet qui a été fabriqué. Par exemple, pour celui-ci, c'est un Blüthner de 1902. Il a été fabriqué en Allemagne en 1902 par des artisans qui travaillaient le bois, le feu, le métal. Merci beaucoup, Sylvie Foineau.
Donc en fait, moi je suis plutôt issue d'un métier de matière et d'observation. Et en fait, si vous n'avez pas la curiosité, enfin je me rends compte avec le temps que l'apprentissage d'un métier, c'est tout aussi le regard, l'apprentissage du geste, la curiosité d'aller voir ailleurs et surtout de s'ouvrir l'esprit à d'autres choses. Quand on voit la profusion de choses qu'on a aujourd'hui, c'est tellement facile que on remplace un piano, voilà, bof, il est fatigué, ça ne vaut pas le coup de le remplacer, achetons ailleurs, on ne se pose pas de questions. Mais quand on voit à quel point c'est extraordinaire de restaurer quelque chose, ou restaurer un piano, restaurer sa maison, restaurer un bateau, je peux vous dire que quand vous avez participé à la restauration d'un bateau et que vous avez en bois quelque chose d'ancien et que vous naviguez dessus, c'est un bonheur absolu. Bien sûr. Restaurer votre maison et être bien au chaud dans votre salon, c'est formidable. Consommer des choses modernes, c'est différent que de travailler la matière, la voir, l'observer, la transmettre, parce que ça c'est important. Et moi je vois à quel point le fait d'être passé dans plein d'endroits différents en ayant tous ces labels qui n'ont fait que s'accumuler depuis que j'ai eu le label EPV, ça m'a permis de rencontrer des tas de gens de dimensions différentes, de niveaux différents, de milieux différents, et de mélanger les visions de chaque endroit, et finalement de se retrouver dans des grandes associations où il y a plein de grands artisans qui parlent, et qui parlent tous d'ailleurs ensemble de manière très humble. Oui. On est tous au même niveau puisqu'on est tous artisans, on n'a pas forcément le même chiffre d'affaires, mais c'est pas le sujet en l'occurrence. Voilà, ça dépend de l'objet qu'on vend, parce que malheureusement dans mon métier de restauration, on est dans une niche. Alors moi je suis dans la niche de la musique, dans les choses anciennes qui coûtent cher, et principalement pour un répertoire classique. Donc vous réduisez considérablement votre champ des possibles. Mais mon travail à moi, c'est la transmission. Donc il est très important d'avoir l'open mind, c'est-à-dire de s'ouvrir l'esprit et d'aller voir ailleurs. Et ça, c'est très important, parce que quand vous discutez avec des métiers complètement différents, vous vous rendez compte qu'en réalité, le travail de la matière, il est partout. Bien sûr. Vous pouvez discuter comme ça, philosophie pendant des heures, mais ne rester... C'est aussi ça qui vous plaît dans votre métier? Ben oui, parce que quand j'étais jeune, moi je me disais, moi je suis réparateur de piano, voilà, mais à un certain moment, il y a eu une cassure et je n'étais plus réparateur de piano, je suis devenu restaurateur d'un patrimoine. Et à partir du moment où je suis rentré dans cette idée de transmission de patrimoine, les dimensions sont gigantesques. Et donc je suis absolument capable de discuter avec un charpentier, avec un ferronnier, avec des métiers complètement différents du mien, parce que comme le travail à la base de la matière existe, et qu'on peut s'adapter à une technologie différente, on n'est pas là en train de dire « Ah, je ne comprends pas ce que vous me dites, je ne suis pas au courant, si vous me dites que c'est vrai, c'est vrai. » Non, parce que tout ça forme l'esprit critique, en fait. Et le jeune qui arrive dans un métier, l'esprit critique, c'est pas encore son truc. Lui, il est dans... C'est normal, il démarre. Et c'est là que vous vous heurtez à la différence entre le métier passion et la réalité. La réalité, souvent, il faut s'y adapter. Mais voilà, ça c'est le chemin personnel. Après, il y a l'environnement économique, hein, ça se complique pour un peu tout le monde. Mais l'idée première, c'est la transmission de la matière. Voilà. Et j'apprends tout le temps. Hein. Il suffit que j'ai un piano nouveau qui arrive, qui est différent de tous ceux qui ont été faits. C'est encore une nouvelle histoire. Toute l'expérience que j'ai acquise me permet de répondre à n'importe quel problème, dans n'importe quel sens, sur n'importe quel instrument, même si je ne l'ai pas fait. Si je ne l'ai jamais fait. Parce qu'on connaît la matière, on connaît la technique. C'est pas si loin du mathématicien qui doit être confronté à une résolution de problème, finalement. Je sais pas. Mais en fait, c'est souvent la peur, parce que quand on est jeune, on a peur de s'engager dans un gros chantier. Bon, on a aussi une contrainte, parce que il faut pas oublier que le métier d'art, c'est la passion et tout ça, mais on a quand même la contrainte économique. Tout le monde doit payer des charges. Bien sûr. Et donc, quand vous avez un devis ou un objet très cher, avec des assurances très élevées, vous avez une responsabilité. Il ne faut pas casser l'objet. Donc, ça fait une contrainte, une pression psychologique. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont peur de se lancer dans un truc, ils ne vont pas maîtriser, ça va prendre des plombes.
Et finalement, ça va coûter, Oui. ça va coûter C'est trop une cher. sacrée pression d'être à la croisée de tous ces chemins. Voilà, En fait. c'est pour ça qu'il faut s'entraîner. Parce que quand vous entraînez sur un objet à vous et que vous pouvez faire tout ce que vous voulez n'importe comment, et ben en fait, c'est l'autodidactie. Vous apprenez en faisant. En se faisant la main, Voilà, comme vous en se disiez. faisant la main. Autrefois, il fallait se faire la main sur un ouvrage avant de pouvoir faire un petit bout d'un ouvrage en cours. Mais si vous rentrez dans une chaîne de montage et vous cassez le truc parce que vous êtes incapable, bah, c'est toute la chaîne de montage qui est impactée. Donc on ne peut plus connecter au monde. On peut pas ne pas. Si on n'est pas connecté à la matière, on n'est pas connecté au monde. Si on n'est pas connecté au monde, on ne peut pas être connecté à la matière. Et si on ne s'écoute pas soi-même, la façon dont on fait les choses, ça c'est extrêmement important. Parce qu'après, il y a une éthique de travail. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais pas ça? Est-ce que je laisse ci? Est-ce que je laisse ça? Est-ce que j'assume ça ou pas? Parce que quand vous rentrez dans un certain niveau de travaux, quand vous travaillez à l'étranger, en fait, quand vous sortez de votre petite bulle à vous ou de votre petit commerce de proximité Oui. et que vous augmentez votre responsabilité, Oui. que vous avez un sens aigu des responsabilités, bah, vous n'allez pas faire n'importe quoi. Alors, bien évidemment, puisque je prenais l'exemple des bateaux anciens, c'est plus grave si vous faites une bêtise sur une coque de bateau et que vous coulez le bateau avec 15 personnes à bord, que si vous ratez un piano, bon, bah, c'est un piano, voilà, c'est pas grave. Mais en fait, si, tout est grave parce que ce piano, il a une histoire, ce piano, il vient de quelque chose, il a vécu des choses, il représente des sentiments très importants pour une personne, par exemple, si c'est une transmission, et donc Bien on n'a sûr. pas le droit de le mettre à la poubelle, de le cacher, Bien sûr. le casser complètement, ou le dénaturer en enlevant ce qui faisait son originalité dans le son. La beauté esthétique, c'est une chose, mais le principal objet du piano, c'est de jouer de la musique de piano, donc il faut qu'il soit beau. Après, s'il n'est pas beau, bah, c'est une machine musicale, vous appuyez sur un son, une note, ça fait un son, mais ça ne vous emporte pas. Merci beaucoup. Sylvie Foineau, au revoir.